Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de cette aventure que nous avons traversée depuis début juillet. Vraiment un vrai plaisir de vous avoir retrouvé, mais dans tous les cas, on se retrouvera sans doute l'année prochaine si tout se passe bien. Mais d'ici là, on a le temps de voir venir avec aujourd'hui un épisode dont on va parler de nos prénoms, de notre généalogie, de tout ce qui touche notre caractère, tout ce qui est en lien avec nos lettres. Et c'est avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Anthony. Comment est-ce que tu vas? Ça va? Oui, ça va et toi? Écoute, super. Ouais. Très bien. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, mais je suis vraiment agréablement surprise. Et puis, je connais un petit peu ta curiosité, mais vraiment, c'est un honneur d'être interviewée par toi. Eh ben, moi, ça me fait super plaisir. Ouais. Alors en fait, moi, juste pour remettre dans le contexte, Corinne, je l'ai rencontrée grâce à l'association Souffle d'âme à Saint-Paul-de-Léon maintenant. Elle est psychogénéalogue, c'est bien ça? Ouais, on dit plutôt thérapeute. En psychogénéalogie, voilà, c'est mieux parce que psychogénéalogue, ça va être compliqué de le prononcer si jamais ça revient. Ça n'existe pas non plus, j'ai inventé un mot, ok. Donc elle est thérapeute en psychogénéalogie, voilà, et elle fait des conférences aussi. Et elle prend des rendez-vous aussi individuels avec des personnes pour étudier leur généalogie via leur nom de famille surtout et leur prénom. Elle peut décortiquer votre personnalité. Ça c'est incroyable. Eh bien écoute, moi je vais te laisser, ce que j'ai presque déjà trop dit, je vais te laisser toi te présenter du coup. Ouais. Du coup oui, on s'est rencontrés grâce à Souffle d'âme. Donc je suis Corinne Brune, je suis thérapeute en psychogénéalogie. Je fais de la réflexologie plantaire aussi et soins énergétiques qui viennent en complément de la psychogénéalogie d'ailleurs. Je travaille, je suis basée sur Binic moi en fait. En Bretagne, pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout de la France. Ouais, non. Je suis nomade, je vais à Pléneuf-Valendrée tous les mardis et puis Saint-Paul-de-Léon 1 à 2 fois par mois maintenant. Grâce à l'association Souffle d'âme. Et puis, je propose des séances individuelles, mais aussi des ateliers sur le prénom et comment dessiner son arbre généalogique. Alors, moi, j'ai été formée à la psychogénéalogie. Donc, on va peut-être en reparler plus tard, mais c'est que la psychogénéalogie, c'est pas un arbre généalogique normal, il est codé et on va le décoder ensemble. On va essayer d'aller repérer dans cet arbre généalogique, repérer, identifier et puis toute cette histoire familiale et comment ça résonne chez vous, quoi, en fait. Parce que chez certaines personnes, eh bien, il y a des blocages. Il y a des choses qui se passent pas bien, il y a des âges pivots où il y a un burn-out, il y a une dépression, il y a des répétitions d'événements et puis là on va décoder tout ça. C'est un jeu mais thérapeutique et en fait mais c'est une belle aventure quoi. C'est une introspection et avec différents outils de la psychogénéalogie, qui a été inventé par Anne Ancelin dans les années 70. Mais c'est vraiment... je crois que tu as fait Oui, j'ai fait l'atelier prénom. Tu as fait un atelier sur le prénom. D'ailleurs, tout est juste. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un avant et un après, mais les gens repartent réconciliés avec leur prénom et puis avec... je porte ce prénom parce qu'il a un sens en fait. Le choix du prénom n'est pas un hasard. Quoi. Mais vraiment, c'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable les résultats qu'il y a eu par rapport à ça. Enfin, je veux dire, moi, mon prénom ne comporte pas de H, mais même là, ça veut dire quelque chose quand il n'y a pas le H, quoi. Enfin, je trouve ça... je sais pas pourquoi, mais tout match, en fait. C'est fou. C'est fou.
Et par contre, tu as un Y dans ton Ouais, prénom qui joue un rôle énorme aussi, quoi, mm, et qui termine par un Y. ouais, exactement. Mais voilà, donc pour finir sur la définition de la psychogénéalogie, c'est voilà, c'est identifier, repérer et vous aider à comprendre l'histoire familiale et à trouver votre place dans ce système familial. Et pour aller débloquer et puis pour aller voir un petit peu aussi ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, et ce que vous voulez surtout garder et qui vous avez envie d'être à partir d'aujourd'hui, quoi, en fait. Donc, C'est très rigolo parce que tu as dit, toi, ton prénom se termine par un Y et ça va ouais. marquer quelque chose. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui travaille en numérologie, genre, wow, t'es marqué par le 2, t'as un chemin de vie 6. C'est comme si tu Ouais. avais Ouais. cette connaissance, toi, des lettres. C'est rigolo, ça. Oui, 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 parce que un i, c'est voilà, on met les points sur le i, c'est droit un i. Mm. Le y, tout simplement, tu as cette sorte de division. Tu as un choix à faire. C'est l'histoire de ma vie. Ouais. Je suis balance. Ça va être un peu compliqué. Mais enfin, je suis pas astrologue, mais c'est voilà, le Y qui termine un prénom, c'est vraiment là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Si tu dois faire un choix dans ta vie, mais c'est la problématique ou c'est le sujet de ta vie en fait. Mais c'est vrai. C'est de choisir. C'est ça qui est dingue. Et puis le reste enfin, quand on travaille sur le prénom, on travaille sur chacune de vos lettres. Vous allez révéler ce que votre inconscient, en fait, avait bien, bien mis, bien, bien au fin fond de vous-même. Et puis, cet inconscient qui parle par des mots, par des dessins, par des ressentis, par des émotions, mine de rien, il raconte votre énergie vibratoire, il raconte votre mission de vie. Attention au mot mission, hein, Mm. mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette famille avec ce premier prénom? Parce qu'on travaille d'abord sur le premier prénom, après vous avez les outils pour aller travailler sur les deuxième, troisième, quatrième, voire cinq. Il y a des gens, ils en ont cinq. Oh, les pauvres. Voilà, un des outils de la psychogénéalogie, c'est de travailler sur votre prénom. Il y a d'autres outils comme l'atome social ou des dessins spontanés pour travailler sur votre place. Comment vous la prenez dans votre quotidien, dans votre famille. Et puis, après, dans le monde social, dans le monde sentimental, on va travailler aussi sur les codes familiaux. Dans ma famille, on a l'habitude de faire ça, ça, ça. Dans ma famille, oups, si tu dis ça ou si tu fais ça, waouh, ça va mal se passer. Donc, ce sont les codes. On est dedans, on est éduqué avec ça. Et puis, un jour, on se dit, non, mais ça va pas, quoi. Le poulet frites de mamie depuis 25 ans, ça va, quoi. Euh, et puis, alors que j'ai un super concert avec des copains le poulet frites, comment on fait pour s'en débarrasser, pour dire non un jour, quoi, en fait. Mm. C'est le cas de figure le plus. Mais il y a des codes qui sont beaucoup plus profonds que ça et qui nous amènent à des croyances limitantes, aussi à des comment. Où oui, des croyances limitantes où on s'interdit inconsciemment, hein, tout ça c'est inconscient, on s'interdit de vivre des choses parce que je n'ose pas le faire parce que j'ai pas eu cette éducation et puis si je le fais, waouh, attention. Et puis il y a d'autres outils aussi, quand on est sur les arbres généalogiques, on s'aperçoit qu'il y a des dates, des corrélations de dates, des Ah, ça, synchronicités. c'est incroyable, ça. Je suis née, tiens, j'avais pas vu que, je sais pas, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, on était nés à une semaine près, ou il y a eu un décès le jour de ma naissance aussi, donc on s'aperçoit qu'il y a des répétitions aussi d'événements aussi à des dates vraiment ou des âges pivot, et ça, c'est très révélateur. Et Alors, c'est en dessinant votre arbre que vous le voyez, parce que c'est pas en apportant votre arbre sur un arbre qui a été fait sur Internet
il faut l'écrire, hein. Et ça passe par le corps et les émotions, ben, tout de suite, c'est waouh, il y a quelque chose quoi, qui se passe. Et du coup, par rapport à tout ce que tu expliques, est-ce que quand on va travailler sur son arbre généalogique comme ça, est-ce qu'on peut aussi travailler sur tout ce qui est karma familiaux, donc régler des soucis qui se sont produits dans la famille, mais aussi, je vais pas parler de vie antérieure parce que c'est pas une vie antérieure, c'est vraiment dans le côté Non, généalogie des choses, hein. Donc on oui, va régler des soucis qui sont là. Par exemple, moi je croise beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur famille, ou alors, par exemple, toutes les femmes ont eu un souci avec les hommes. Soit elles ont été castratrices, ou soit elles ont été soumises à un homme. Mais ça, c'est toutes les femmes de la famille, hein. Et tant que elles n'ont pas compris, eh ben, et ça va se répéter en fait. C'est un schéma qui va se voilà. répéter. Et donc ça, on peut le travailler avec toi en psychogénéalogie. Voilà, c'est ça. C'est que de toute façon, la base, c'est la première chose, c'est que la personne, elle va écrire son arbre. Et ensuite, on va mettre des gommettes sur les répétitions d'événements. C'est ce qu'on appelle les répétitions de patterns. C'est que, voilà, eh bien, on va mettre une gommette d'une couleur qu'elle choisira sur toutes les femmes qui ont, par exemple, que si on veut travailler sur les femmes qui ont subi ou qui ont subi l'autorité de l'homme, plus ou moins gravement en fait, eh bien, on mettra une gommette à toutes les personnes qui ont subi ça en fait. Et on s'aperçoit que, moi j'appelle ça des cascades, c'est que d'une génération à une autre, ça descend depuis 3, 4 générations, voire plus, hein. Mais quelquefois on n'a pas les infos, Hmm. hein. Mais c'est, je sais que ma grand-mère, elle a subi ça, ma mère a subi ça, et puis moi, j'ai subi ça. Et puis là, moi, j'ai envie d'avoir des enfants et je ne veux pas que ça se répète. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience des gens. Et mine de rien, le Covid, la période du Covid a permis à des personnes de se poser des questions, de voir réellement qui était leur famille, en fait, aussi. Hmm. Comment fonctionnait la famille. Il y a eu des gros clashs, hein. Et se dire non, moi je veux pas que ça se répète. Et donc du coup, ben, on va au moins conscientiser ça, qui a été touché par ça. Et puis il y a des actes libératoires en fait. Il y a des lettres que l'on peut faire à des personnes bien précises. On peut faire les bonhommes allumettes de Jacques Martel. On peut faire des actes aussi, des actes symboliques. Euh, c'est Jodorowsky qui en a parlé aussi. C'est d'aller sur la tombe de quelqu'un ou de planter un arbre symboliquement pour libérer ça. Et tu vois, en acte symbolique, moi, tu parles de la lignée des femmes, c'est marrant, Hmm. il n'y a pas de hasard. Jamais. C'est c'est que j'ai eu la chance, l'opportunité le magazine Elle m'a contacté pour me proposer un encart publicitaire concernant des thérapeutes de Bretagne. Et au début, je disais, oh ben non, voilà, enfin, plein de croyances limitantes, je me limitais, et puis je dis à mon mental, tu vas te calmer un petit peu. Parce que je dis, c'est quand même le magazine Elle. Et dans mon arbre généalogique, j'ai travaillé sur la lignée des femmes qui n'ont pas pu exprimer qui elles étaient, qui n'ont pas pu exprimer tout leur savoir-faire, hein, et même, je pense, des médiumnités, mais bon, on n'en parlait pas parce que la religion à cette Hmm. époque-là enfermait tout le monde. Et puis je me disais, non de non, j'ai le magazine Elle qui me propose un encart pour la psychogénéalogie et je dis mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour au moins libérer quelque chose sur la lignée des femmes, sur la lignée des femmes, des plusieurs lignées même, parce que dans un arbre généalogique c'est exponentiel au bout d'un moment. Eh bien je dis ben je vais leur rendre hommage, hein, en faisant cet article dans le magazine Elle. C'est pas Gala, hein, c'est pas je sais pas Paris Match, hein. C'est le magazine Elle, c'est un magazine féminin. Et là, j'ai fait un acte symbolique hyper fort, c'est très émouvant d'ailleurs, euh, pour, euh, euh, pour ces femmes voilà, j'ose dire, hein, voilà, j'ai arrêté quelque chose de ces femmes qui n'osaient pas exprimer qui elles étaient. Et moi, je dis, voilà, j'ose dire ce que je fais, comment je travaille, et puis
comme quoi j'ai un outil qui peut aider d'autres personnes, d'autres femmes ou d'autres hommes aussi, mais d'autres femmes à travailler sur leur lignée et à libérer ces blocages. C'est pas parce que maman, grand-mère, arrière-grand-mère a subi ça que moi je dois subir ça. Mm. Et non, on arrête. J'ai pris conscience de ça, il s'est passé ça. Et là, c'est que je veux arrêter ça et c'est aussi pour les générations à venir, hein. Oui, en fait, Je tu l'aide, aides, je tu aide, as j'aide. aidé ton passé et tu as aidé ton présent, en fait, en vivant l'instant mon présent. C'est ça qui est Voilà. incroyable. Et je libère aussi ma petite fille qui est née au mois de janvier aussi, hein. Donc il y a les générations, on libère les Ouais, générations c'est ça, futures. de ce Et poids, en fait. oui, de cet interdit, de cette cage qui a été imposée par des hommes, hein, par une autorité religieuse, après, c'était l'époque, hein, c'était Bien un sûr. contact aussi, hein. On n'a pas jugé non plus. Mais c'est aujourd'hui, on est en 2023. Ben, moi, j'ai décidé que voilà, j'ai mon article, j'ai ma petite pub dans le Bah, c'est magazine Elle. génial. C'est qui, vraiment trop bien. et en plus, enfin, c'est chouette parce que c'est la Bretagne qui est mise en avant avec ses thérapeutes, Mm. hein. Puis bon, non, c'est très chouette. C'est vraiment comme quoi on peut faire des actes symboliques enfin, Il n'y a pas d'âge. pour libérer. Il n'y a pas d'âge. Il y a pas. C'est quand on est prêt et quand on se dit, ah ouais, il s'est passé ça quand même. Bon, ah non, 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 faut que stop. Donc, il y a plein de petits outils et on adapte, hein, en fonction Mm. de vos ressentis, de votre sensibilité, de ce que vous êtes capable de faire aussi. Et on écoute votre corps aussi, vos émotions. C'est vraiment beaucoup ça, hein. C'est pas que un travail sur l'arbre généalogique, hein. On travaille beaucoup sur vos ressentis. Et alors, il y a un parcours pour redevenir thérapeute en psychogénéalogie. J'imagine que tu n'as pas rêvé ça quand tu étais enfant. Enfin, déjà, tout ton parcours de base, quand tu es arrivé sur Terre, tu as vécu une enfance, je suppose, c'est qu'une supposition, mais comme tout le monde, c'est-à-dire classique, on va à l'école, on se fait des amis, etc. Mais comment est-ce que ce monde du bien-être et de la thérapie, ou de ce côté, euh, en ce qui concerne tout ce qui est spirituel, en tout cas, parce que moi je le classe dans le monde spirituel, comment est-ce que c'est arrivé à toi? À quel moment de ta vie le monde spirituel s'est ouvert à toi? Alors, il a commencé très tôt ce monde spirituel, mais après, je ne savais pas ce que c'était. J'habitais dans une maison où, alors j'ai appris par la suite en faisant des recherches, hein, que cette maison était en fait une partie de comment d'un prieuré. Enfin, c'était un lieu de passage de comment, pas loin d'une commanderie de Templiers. Il y avait, moi toute petite, dans mon lit, je voyais dans la chambre passer des chevaliers. Donc, bon, quand j'en parlais, on me disait tais-toi et mange ta soupe, hein. Et puis, bon, après, ben, on grandit, on a déménagé, on grandit, puis enfin, il m'arrivait des trucs, hein. Oh, je disais, bon, j'avais des flashs, mais où je disais des choses à ma grand-mère qui me disait tais-toi et mange ta soupe aussi. Mais On mange je mangeais beaucoup de de la soupe, hein? On mange beaucoup de soupe chez toi. soupe. Et en fait, bon, j'avais des ressentis, j'avais des flashs. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est quand personne n'y fait attention ou je suis bon, ben c'est bof, quoi. Et j'ai grandi avec ça et très peu de rencontres, sauf une avec qui je pouvais discuter philosophie plutôt. Et philosophie, et puis on échangeait des livres de Lobsang Rampa, des choses comme ça. Et j'ai décidé de faire des études de psychologie. J'ai fait une licence de psychologie. Je suis allée jusqu'à la licence, hein. Et puis après, bon, la vie a fait que j'ai fait d'autres choix, mariage, enfants, etc. Mais toujours ces bouquins qui m'arrivaient dans les mains voilà, de choses un petit peu extraordinaires. Et puis, en 2012, hein, j'ai fait un stage avec Serge Boutboul. C'était 4 jours où là, je suis arrivée dans un groupe d'une trentaine de personnes et il y avait des gens qui me parlaient d'aura.
oh, tu as une aura telle couleur. Il y avait une fille qui m'avait dit, oh, il y a quelqu'un à côté de toi. Bon, bref. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais je dis, mais je suis tombée où? Et à la fois, et en même temps, j'étais persuadée que ça existait, que ça ne m'étonnait pas. Et puis je dis, bon, ils n'ont pas l'air tous barrés quand même. C'était en 2012 quand même. Et puis, j'ai renouvelé l'expérience en 2016. Et puis, j'ai rencontré, du coup, j'ai fait ma formation en psychogénéalogie à Paris, à l'Institut Cassiopée. Et puis, j'ai rencontré des gens comme ça. Et un jour aussi, mon mari s'est renversé une tasse d'eau chaude bouillante sur les jambes. Et c'était à 5h30 du matin, il se levait, le thé, pouf, je sais pas. Il n'a pas compris pourquoi cette tasse est tombée, il n'a pas compris. Par contre, il est arrivé dans la chambre en me disant, fais quelque chose, je me suis brûlée. Je dis, mais attends, les 5h30 du matin, c'est bon, quoi. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, mais pose tes mains. Et puis, enfin, je sais pas, quelques secondes, j'ai passé mes mains. Et 1 minute après, je l'entends ronfler. Je dis, mais il se fout de moi ou quoi? C'est quoi qu'on est brûlé? Puis t'étais rouge, t'étais un peu cloqué. Et 1 heure après, il se lève et il met un jean. Je dis, mais tu mets un jean sur une brûlure? Et il me dit, ouais, ouais, j'ai plus mal. Ok. Et puis, 2 ou 3 jours après, il rencontre un collègue, il fait du vélo, et puis son collègue lui dit, mais t'as quoi sur la cuisse? Il dit, oh, c'est juste c'était un tout petit peu rose. Je me suis brûlée. Enfin, il raconte l'histoire et il dit, ah là, il faut qu'elle rencontre ma femme. Et puis, j'ai rencontré Magali qui m'a branchée sur la psychogénéalogie, sur tout ce qui était médiumnité. Enfin, je suis revenue à ça. Et je dis, enfin, il y a des gens qui parlent le même langage que moi, mine de Hmm. rien. Et ensuite, eh bien, conférences, souffle d'âme, les rencontres avec aussi Myriam Hénon, avec Véronique et Jean-Marie, et des gens avec qui, ben voilà, et toi, et puis. Et on se dit, mais on parle le même langage, on parle sans limite, ben, il y a les formations, il y a les rencontres, il y a les thérapies, il y a tout ça, et vraiment des super rencontres. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas d'âge. Ne vous dites pas, Mais je le dis tout ouais, le temps. voilà, vous dites pas, non, mais c'est pas à 70 ans ou à 60 ans ou à 50 ans qu'on se met là-dedans. Si, si, justement, enfin, c'est que c'est le bon moment déjà, Hmm. et c'est qu'on a la maturité spirituelle, c'est qu'on a la maturité aussi psychologique et capable aussi de travailler sur soi, de faire des introspections qui sont Bien sûr. parfois pas cool, mais qui sont nécessaires pour grandir, et pour prendre notre place. Et mine de rien, ça nous aide aussi à libérer l'arbre, à comprendre cette histoire familiale et à comprendre ce karma. Tu parlais de karma Hmm. familial. Enfin, on différencie, moi je mélange pas le karmique Bien sûr. vie antérieure parce que c'est C'est pas la même chose. encore C'est pour ça, c'est ce que différent. je disais. Je parlais de la différence Ouais. entre les deux. Mais c'est ce karma familial, on peut le décoder, on peut mettre des choses à jour, on peut mettre des secrets à jour, et se dire, voilà, il s'est passé ça, ok, à telle époque, ok, je n'ai pas à juger, mais moi aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qui j'ai envie d'être avec tout ça, avec ma famille, avec leur histoire, hein, parce que on a fait ce qu'on a pu, tous, hein, quelles que soient les générations, on a fait ce qu'on a pu, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais eh bien, on a un futur hein, à créer, on a ce présent à vivre en sérénité si on peut, quoi, en fait. Et alors, quand tu es arrivé du coup vers ce travail-là, vers le métier que tu fais aujourd'hui, comment ça a été perçu justement par ta famille? Oh là, Bah ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est une question que je pose assez souvent parce que, enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des capacités extrasensorielles, etc. Et donc, du coup, quand on parle de médiumnité, c'est délicat.
Là, il y a un travail qui est un peu plus concret quand même parce qu'on reste dans un travail enfin, on va travailler sur quelque chose qui est concret et matériel puisqu'on va travailler sur la généalogie et sur nos ancêtres. Mais alors, comment c'est perçu par les gens dans ta famille? Alors, dans ma famille, alors j'ai commencé par faire une formation en Reiki parce que moi j'avais du magnétisme dans les mains, mais Mm. en fait le Reiki m'a permis d'avoir un protocole, tu vois, Ouais. et puis une légitimité. Après, quand je parlais de faire des soins énergétiques à ma famille, ils se sont dit, oh là là, ça y est, on l'a complètement paumé. Ouais, mais il n'y a personne. En fait, et c'était leur question, mais attends, personne n'a ça dans la famille. Parce que dans leur tête, être, être magnétiseur, c'est un don qui vient de génération en génération. Mm. Alors, au bout d'un moment, c'est ah, j'ai mal. Ils venaient petit à petit vers moi. Ah, j'ai mal au genou. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et ils se sont aperçus que quand même, ça marchait quand même un petit peu quand même. Et maintenant, c'est Coco, est-ce que tu peux me faire à distance? Nan, nan. Et puis, je vais pas trop bien. Est-ce qu'on peut s'appeler? Mais c'est que petit à petit, faut pas imposer aux gens. Mm. C'est petit à petit, j'ai amené ça dans la famille. Et puis, quand j'ai fait cette formation en transgénérationnel, eh bien, j'ai posé des questions sur la famille, et là, il y a quelques personnes qui répondaient volontiers, et il y en a d'autres, c'était, waouh, non, non, je ne sais rien. Et donc, ça m'a permis de prendre ma place aussi en même temps en posant des questions. Par contre, au sujet de la médiumnité, j'en parle pas trop. J'ai des flashs, j'ai des choses, mais je vais pas aller dire à ma famille, fais attention à ça. Enfin, si ça m'arrive, fais attention à ça, ou tu penses pas que. Mais je vais pas aller leur dire, non, mais attends, j'ai fait un rêve et il y a ça, et Mm. puis il va se passer ça. J'y vais pas comme ça. J'ai des ressentis, il y a des maisons dans lesquelles je me sens pas du tout bien, où j'en ressors même malade, mais je ne dis rien. Je vais pas aller leur dire, tiens, en fait, ton mari, il est là, il a envie de te dire ça. J'y vais pas comme ça. J'y vais pas comme toi, parce que c'est peut-être une légitimité, mais je sais pas, j'ai pas encore pris ma place sur Peut-être que c'est ce pas terrain-là. dans cette Et vie, peut-être que puis, ce sera pour une prochaine vie, ou qu'il y aura une autre évolution plus tard, on ne sait pas hein, dans la voilà, vie. c'est ça. Ouais. Pour l'instant, C'est tu es concentré sur ce que tu fais actuellement, et je pense que c'est déjà sur ouais, génial. je concentre sur l'histoire de la famille, ouais. Mm. Et j'essaie de faire parler les mémoires vivantes hein, parce que bien mine de rien, elles disparaissent une à une. Et j'ai envie de faire ça parce que si j'ai un projet, je ne sais pas quelle forme il prendra, mais c'est de transmettre aux générations futures, hein. J'ai mes petites nièces, quelquefois quand je leur parle de ma jeunesse, hein, je suis pas si vieille que ça quand même. Quelquefois elles me disent, mais attends, tata, il y avait l'électricité quand tu étais petite. On va mettre dans le contexte. Et quand je parle de l'école, hein, elles ne peuvent pas s'imaginer enfin, il n'y a pas enfin, pour moi, il n'y a pas tant de différence. Mais si, parce qu'il n'y a pas, il y avait pas les ordis, il y avait pas, on allait chercher le charbon pour mettre dans le poêle. Mais je me dis, mais nous, il n'y a pas autant de différence que ça, mais par rapport à mes parents, par rapport à nos grands-parents, mais on se dit, mais ils ne s'imaginent même pas que fallait faire 4 km à pied pour aller à l'école, hein. Aujourd'hui, si elles font 100 mètres pour prendre le bus, elles râlent, quoi. Mm. Il y a tout ça et le contexte de guerre aussi. Moi, j'ai retrouvé le petit carnet de prisonniers de mon grand-père. Je dois absolument transmettre ce qu'il y a dessus, quoi. Mm. Parce qu'on peut pas s'imaginer les jeunes hein, et les générations, enfin derrière, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'était comme ça si on ne leur en parle pas. Mm. On peut Oui, pas. ils peuvent pas Donc, savoir. dans le transgénérationnel, moi, je pense que j'ai un devoir hein, c'est peut-être une mission ma mission je suis venue au transgénérationnel
pour avoir cette mission-là de transmettre transgénérationnel, ces histoires simples, hein, mais aussi bien ce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de vivre. Mais c'est aussi toutes les pépites, hein, parce que ils avaient des métiers. J'ai découvert des métiers de tisserands, de forgerons, des artisans, quoi, en fait, des métiers qui ont quasiment disparu. Mm. Et on se dit, ben, je viens d'où? Je viens de ces savoirs, hein, de ces gens qui avaient cette force de vie, qui ont aussi qui ont vécu des épisodes vraiment pas cool, hein, des gens qui ont aidé la résistance, hein. Qu'est-ce que je ferais, moi, aujourd'hui? C'est en remettant dans notre contexte, on se dit, mais je ferais quoi aujourd'hui? Qui je serais? Quelle femme je serais? Est-ce que j'oserais cacher des résistants? Est-ce Mm. que j'oserais dire non aux Allemands sous la menace? Ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman, Oui, né en 17 à ouais, Liechtenstein, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ouais. ça, à cette Oui, chanson-là. mais tout à fait, ouais. Et on se dit, punaise, qu'est-ce qu'on a dans nos ventres, Mm. tous? Donc cette thérapie transgénérationnelle, on va voir ce qu'ils ont vécu quand même. On va voir ces épisodes de vie qui n'ont pas été faciles, mais qui ont marqué les générations. Et de génération en génération, eh bien, ça peut descendre sous forme de blocage, de phobie, de maladie, carrément, hein, parce qu'il y a le décodage biologique des maladies aussi, hein. Pour donner l'exemple d'une cliente qui me parlait des bombardements en Bretagne et sa famille, même les générations, enfin, cette dame, elle a des enfants qui ont 20 ans aujourd'hui et la génération là, elle porte le traumatisme de ces bombardements Mm. alliés qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont tué des Français, quoi. Et donc on va travailler sur ça et comment ça résonne en eux et comment on peut comment, se libérer de ces émotions, quoi, en fait. Et non, non, c'est une aventure, hein, mais qui est tellement chouette, hein. Et puis chacun son arbre, donc chaque aventure a sa résonance, hein. C'est vraiment chouette. Ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que même après plusieurs décennies, les personnes qui n'ont pas vécu de leur Oui, propre vie ce traumatisme, ils l'ont quand même ancré en eux. Et ça, c'est, enfin, dans l'imaginaire, c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand on transmet quelque chose, on peut aller vraiment jusqu'aux émotions et jusqu'au ressenti des moments qui se sont passés. C'est quand même incroyable. oui. Alors on parlera là des mémoires cellulaires, mais ces enfants de 20 ans là, eh bien, ils ont des parents qui, par exemple, vont commémorer Hmm. les événements qui se sont passés, qui entendent aussi leurs grands-parents en parler. Ah oui, ben, c'est un tel, il est décédé ben, dans telle circonstance. Et puis qui garde cette tristesse, qui porte le deuil encore de ces gens. Il y a des deuils non faits et qui sont pas justes et qui sont compliqués à faire, des deuils compliqués vraiment. Et mine de rien, bien on voit ça descendre sur les générations. Ben, on voit beaucoup, je sais pas, on voit beaucoup de jeunes habillés en noir quand même, hein. C'est vrai. Et alors, ce n'est pas que cette raison-là, mais les deuils non faits, il y a la religion aussi qui est rentrée dans le jeu, mais c'est que il y a c'est cette tristesse qui est portée, c'est ces gens qui pleurent dès que on parle d'un oncle ou d'un frère qui est décédé dans telle ou telle circonstance. Eh bien, mine de rien, d'une génération à une autre, hein, c'est pas de la génétique, hein, mais c'est dans nos mémoires cellulaires, hein. On porte cette tristesse qui n'est pas la nôtre, hein. On peut même porter des colères, hein. Colère contre, il y a quand même la guerre qui a beaucoup marqué, hein, dans toutes les Hmm. séances, ou des abandons ou des adoptions qui se sont mal passées. Eh bien, on porte ces émotions
Et ça descend d'une génération à une autre sous une forme quelconque. Ça peut être maladie, ça peut être émotion, ça peut être phobie, ça peut être comportemental d'une manière même psychiatrique, hein, psychologique, hein, des tics, même des dépressions à certains moments ou certains âges pivots. Et eh bien, on peut aller travailler sur les dates, hein, tout ça, hein. C'est vraiment, quelquefois c'est magique parce que les gens disent non, non, moi je sais rien de ma famille. Même j'ai été adoptée, je sais rien de ma famille, je sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, c'est le corps qui parle. Ce sont les émotions. On met le doigt en écrivant un prénom, et eh bien, son corps parle. C'est plus fort, hein, Ouais, c'est dingue. C'est c'est dingue. c'est c'est extraordinaire. Tu utilisais le mot tout à l'heure, mais là, c'est vraiment, on place le mot là, quoi. Voilà, et puis quelquefois j'ai la chance hein, d'avoir on sent la présence, on a des odeurs qui arrivent et on sent des présences de commandes de gens qui l'autre fois c'était bien une odeur de tabac de pipe Mhm. bien caractéristique, hein. Donc on se dit là c'est pas moi, c'est pas vous. Donc, d'où vient cette odeur? Et la personne, elle dit, ah, mais mon grand-père fumait ce tabac-là, et on était en train de parler de lui, quoi, de ce qu'il Mhm. avait vécu dans son enfance. Et là, j'ai dit, ben, je pense qu'il est avec nous, et bon, ça confirme que ben, Ouais, on c'est n'est une pas tout seul quand confirmation, on ouais. Mhm. travaille. Mhm. Ouais. Quand on fait ce travail, on n'est pas tout seul, on est aidé. Bon, il se passe des choses quelquefois, c'est magique, hein, c'est extraordinaire, ouais. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et Et puis, comment toi, tu as décidé de travailler sur cette psychogénéalogie et sur ce transgénérationnel? Quel a été le déclic quand tu t'es dit, bah en fait, je crois que c'est ça qui me botte vraiment, quoi. alors, bien, j'ai comme... Oh, ouais, excuse-moi, j'ai un truc Vas-y, à vas-y, juste à défendre. vas-y, vas-y. C'est drôle, on parle d'odeur, et moi j'avais une odeur de brûlé, j'avais laissé le feu sous une casserole. Ah, bon, heureusement. Heureusement que tu allais l'éteindre. Ouais, comment je suis arrivée en fait? Eh bien, j'ai fait des études de psychologie. J'ai toujours été attirée comment aider les gens en fait. Hmm. Alors, c'était soit le médical, hein, soit la psychologie. Et puis, dans les années 80, c'était tout nouveau. J'ai dit, ah tiens, je vais faire un truc un peu original hein, que personne ne fait dans la famille. Donc, j'ai fait psychologie. Et je faisais souvent des arbres généalogiques, mais à l'époque, on ne pouvait pas faire nos recherches comme on fait aujourd'hui. Et ben, je m'arrêtais assez vite. Et puis quand je questionnais mon grand-père, c'était je sais pas, oh non, mais je peux pas t'en parler parce que c'est un peu dur. Et puis même quand je voulais les prénoms et les noms de ses frères et sœurs, c'était compliqué. Donc j'y revenais, mais à peu près tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et un jour, on me parle de psychogénéalogie et là, je dis, c'est ça. C'est ça. La psychologie et la généalogie, et puis essayer de comprendre comment fonctionne une famille. Et quelle place, eh bien, comment on arrive à prendre sa place dans tout ça, quoi, dans tout ce bazar, parce que même si j'ai eu la chance de vivre, de grandir dans une famille euh, normale, hein, je vais dire Mhm. normale, mais simple, et puis eh bien, il y a quand même une histoire derrière ça. Il y avait des décès précoces. Les hommes décèdent tôt. Les femmes se retrouvent veuves très tôt. Il y avait des choses qui m'interpellaient et je n'arrivais pas à donner un sens à ça. Et mine de rien, ben, psychogénéalogie, cette méthode thérapeutique, eh bien, est arrivée sur mon chemin au moment où j'avais envie de changer de travail. Je travaillais avec les enfants, j'ai été assistante maternelle pendant 14 ans et j'avais envie de changer de métier. Et,
Et j'ai mais enfin, rien n'arrive par hasard, hein. On Hmm. les rencontre. Quand on est prêt, on est prêt, hein. Oui, c'est ça. Tu t'es Ouais. senti enfin, tu l'as senti, pardon, comme une évidence en fait. C'était évident et c'était ça, psychologie plus généalogie. En fait, ça reliait euh, tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, en fait, donner Oui, un du coup, sens en à la fait, généalogie. Ouais, c'est rigolo parce que c'est comme si toute ta vie, tu avais travaillé, bon, t'as fait des études de psychologue, et après tu étais intéressé aux arbres généalogiques, et d'un coup, là, quelque chose vient vers toi et on te propose les deux en même temps. C'est comme si tu avais un ouais. peu travaillé l'un d'un côté, un peu travaillé l'autre, et qu'aujourd'hui on te dit, ben tiens, regarde, maintenant, pour ton plus grand bonheur, on t'offre les deux servis sur un plateau. Ouais. Servi sur un plateau et avec une formation à Paris, parce que mine de rien, les formations, ça fait pas longtemps qu'elles existent. Ça fait peut-être moins de 10 ans, quoi, en fait. Et vraiment, enfin, ça m'a obligée aussi à aller explorer mon arbre avec tous ces outils, avec comment et d'aller en profondeur. Et il y a des choses, ça bouscule, hein, ça bouscule, mais à la fois c'est qu'on est prêt de toute façon à recevoir les infos, mais c'est ah ben je comprends maintenant pourquoi telle personne avait tel comportement. Maintenant, je comprends pourquoi je la sentais pas trop cette personne. Pourquoi? Et puis on écoute nos ressentis, et puis on retrouve des liens avec cette famille, hein. Hmm. Parce que on se dit, tiens, ben, en fait, on a nos parents qui nous parlent de nos grands-parents, puis qu'on rencontre s'ils sont encore vivants. Mais c'est comme si c'était éternel. On se dit, il n'y a jamais de fin, il meurt pas, et puis un jour, ben si, il meurt, et puis en fin de compte, le jour de l'enterrement, c'est très intéressant, hein, les jours des enterrements. Il y a des cousins, des cousines, des tantes, des petites cousines, des petits cousins. T'es qui en fait? Parce Hmm. qu'il faudrait presque le badge. T'es qui Ouais, toi bah en oui. fait? Et c'est après quand on discute, mais en fait on se connaissait pas quoi. On sait plus, on savait pas que la grand-mère, elle avait, je sais pas, une sœur jumelle. On ne savait pas qu'ils avaient vécu dans tel endroit et c'était les voisins quoi en fait, hein. Et le monde est petit en plus, hein. Ouais, alors ça, je l'ai remarqué. Et le monde est très petit. On rencontre les enfants des voisins à une soirée, quoi. Et on se dit, waouh! Et puis, bien, quand on déménage aussi, là, on a déménagé ma maman il y a 5 ans et on retrouve des mallettes, hein, avec des photos, des petits carnets, avec des chapeaux, les chapeaux que portait ma grand-mère. Mais c'était des chapeaux, on se dit, mais c'était pas des chapeaux, c'était des beaux chapeaux. Elle avait des dentelles, mais on se dit, mais elle nous a rien raconté. Il ne Hmm. reste rien, quoi, en fait. Et c'est ça que, c'est retrouver ces liens avec ces personnes qui ont des prénoms, qui ont des noms, qui sont nés à un certain endroit, qui ont fait tel ou tel métier et se dire, ben, je viens de ces personnes, je suis là grâce à elles. Et quand on remonte, alors après, c'est un jeu, hein. C'est comme l'archéologie. Sur certaines lignées, j'ai réussi à aller jusqu'en 1470, Ah hein. oui, Ouais. Alors, on n'a pas cette chance partout, mais c'est parce qu'il y avait des registres de marine d'accord. et, bien, il y avait des corsaires, quoi, dans ma famille. Et on se dit, ah ouais, j'étais super contente le jour où j'ai découvert ça. J'ai vérifié, hein, j'ai vraiment vérifié, vérifié. Et j'ai dit, waouh, je comprends pourquoi je suis née à Saint-Malo, pourquoi j'adore les bateaux en bois, j'adore enfin, tout ce qui est un peu historique de cette époque. J'ai dit, mais c'est pas un hasard, quoi. On est reliés, on est vraiment reliés, on a ces reliances. Et c'est retrouver ces reliances avec tout ce qu'ils ont vécu, parce que c'était des époques pas faciles, hein. Hmm. Vraiment pas faciles, hein. Ah, du coup, c'est Et rigolo on a parce que ça va ramener des souvenirs de tes ancêtres, mais
qui ont été sans doute inconsciemment transmises de génération en génération, le lien avec les vieux bateaux, etc., etc. Du coup, c'est Ouais. rigolo d'en parler aujourd'hui. Euh, et du coup, ça peut nous faire réfléchir à nous, à se dire, ah, mais moi j'adore, je sais pas, je vais dire, j'aime bien les phares. Alors, ça se trouve, dans une lignée familiale, il y a sans doute des personnes qui ont Des gardiens des de gardiens de phare. phare, voilà, qui ont pu travailler Ouais. dans les phares. C'est rigolo. Ouais. Parce que Ouais. vraiment, ma passion pour les phares, elle est arrivée très récemment, hein. Je sais pas pourquoi, je me suis pris j'adore ça. Alors, j'ai le vertige, je ne monterai pas tout en haut d'un phare, mais la beauté de ce bâtiment-là, je trouve qu'on s'y intéresse pas assez. Tu vois, on parle des châteaux, on parle des bâtiments historiques, des églises, des cathédrales, mais les phares, je trouve qu'ils ont une symbolique incroyable. Oui, mais c'est aussi par rapport à ton métier, hein. Tu es un phare, hein. En plus, tu Ah oui, t'appelles Anthony du bout du monde. Au bout du monde, il y a toujours des phares, c'est hein. Et vrai. les phares, ce sont des guides, hein, pour éviter les naufrages, mine de rien. Mm. Oui, c'est beau, hein. C'est très beau, un phare. Et c'est majestueux. Et puis, contre vents et marées, hein, Ouais, c'est contre des ça. tempêtes, En fait, il est là, il est là, quoi. hein. Peu importe ce qui se passe, quoi. Ouais. Et bah, d'ailleurs, si tu retournes à la Pointe du Raz, il y a ce musée qui explique, il y a une très belle, parce que j'y étais il n'y a pas longtemps, c'est il y a un petit film, hein, du dernier gardien de phare, Ok. donc qui est très émouvante, qui est très émouvant, mais c'est gardien, mais mine de rien, c'est mettre une lumière, hein, pour sauver des gens. Et oui, pour revenir au métier de nos ancêtres, euh, là, moi, j'ai la passion des bateaux et mon mari a acheté un tout petit bateau qui s'appelle les Doris, qui étaient en fait les petits bateaux en bois, là. On n'épouse pas n'importe qui non plus. Enfin, on n'épouse pas, on va pas vers, on ne fait pas, on ne forme pas un couple par hasard non plus. Oui, parce qu'on peut Et l'expliquer par la médiumnité, mais on peut aussi l'expliquer par la psychogénéalogie ou la numérologie aussi, hein, donc, voilà rien n'est dû aussi, au ouais. hasard, en fait. C'est ça qui est incroyable. Voilà, et puis j'ai découvert aussi, ben, qu'il y a trois, quatre générations, il y avait des tisserands et comment ma maman était couturière et j'ai ma petite nièce, hein, qui est en train de choisir une école peut-être, hein, de choisir une école de couture, quoi. Hmm. On se dit, bon, il y a ça dans notre ADN familial, hein, et c'est une passion, mais on se dit, quand on découvre ça, on se dit, ah ouais, ben, c'est pas pour rien. Enfin, ces recherches, elles nous relient. C'est Hmm. vraiment des reliants. Il y a des pépites, hein, il y a des messages de vie dans ces arbres, hein, dans ces histoires de vie, parce que ben, ils ont vécu des sales moments, mais ils ont réussi à survivre à tout ça. Donc on a ces messages de vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour, on a réussi à traverser ça. On a traversé les famines, on a traversé des épidémies, on a traversé des guerres. Oui, il y a eu des dégâts, on n'a pas vécu dans l'opulence, mais on a survécu, on a réussi à vivre. La famille est Et, toujours là. et la famille, elle est toujours là, la lignée continue. Sachant que dans certaines familles, hein, on s'aperçoit, ben, en travaillant sur les arbres, hein, justement, on s'aperçoit qu'il y a des lignées qui ont besoin de s'arrêter Ah ouais, aussi. oui, Donc, d'accord. quand on le dessine, voilà, alors, la question, c'est pourquoi l'arbre a besoin d'arrêter cette lignée ou ce nom de famille. Et alors, il y a ça, et il y a aussi, par exemple, pour les personnes qui vont adopter ou autres, est-ce que, du coup, ce travail de transgénérationnel va être marqué par la famille qui a adopté cet enfant, ou l'enfant va avoir les deux, la charge de ces deux familles? Ah, ça va être compliqué pour lui, Ouais. du coup. Oui, ça arrive souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont été adoptées, mais qui ont vécu quand même 2 ou 3 semaines avec leur maman ou avec la famille maternelle et qui ont eu la chance d'avoir accès au dossier comme quoi leur maman s'appelle, voilà, ou est leur papa, et puis bon, elles ont quand même été, euh, comment
proposés à l'adoption dans des familles. Donc là, on va aller chercher sur les deux familles, famille maternelle et famille adoptive. Parfois, on a le cas de gens qui n'ont aucune trace voilà, de leur famille maternelle. Eh bien, on va aller travailler sur la famille d'adoption parce que c'est souvent un effet miroir que l'on retrouve. Mhm. Et cette famille d'adoption, mine de rien, on n'arrive pas par hasard non plus dans cette famille. C'est qu'elle a un rôle à jouer sur, eh bien, sur notre éducation, sur le choix. Alors, il y a aussi des gens qui changent de prénom quand elles arrivent dans une maison d'adoption, dans une famille d'adoption. Donc, elles arrivent avec un prénom choisi soit par la maman ou par le médecin, etc. Soit, et un deuxième prénom par la famille d'adoption. Donc là, on a deux identités à travailler. Et puis, ben, comment je trouve ma place, hein, parce que j'avais une place dans la famille maternelle, et puis là, ben, j'ai une autre place dans la famille d'adoption. Mhm. Donc, ce sont des gens qui sont confrontés souvent à ça, mais on va travailler sur l'histoire de la famille d'adoption. D'accord. Ah, ça, c'est aussi très intéressant. Et il y a encore une chose qui me vient à l'esprit là, c'est par rapport au nom de famille. Ça doit avoir un rôle parce que tu disais qu'il y a des lignées qui doivent s'arrêter. Mais alors, est-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, le nom de famille, ben, il y a beaucoup de femmes qui se marient qui gardent leur nom de famille. Il y en a qui sont encore dans ces traditions, comme tu me disais, avec des codes où ils prennent le nom de famille de leur mari. Maintenant, aux enfants, on donne le nom de famille des deux parents. Et en quoi ça va jouer, cette identité avec ce nom de famille-là? Parce que si un nom de famille doit s'arrêter et qu'on donne à un enfant, moi je vais te prendre un exemple tout bête. Par exemple, dans ma famille à moi, du côté de ma mère, il y a trois filles. Donc c'est-à-dire que ces trois filles-là, ben, en étant mariées, ben, vont perdre le nom de famille de mon grand-père maternel, pardon. Ouais. Et moi, ma tante, j'ai une de mes tantes qui a eu un enfant et elle lui a donné, quand, parce qu'il est arrivé dans les années où on pouvait donner le double nom de famille, elle lui a donné du coup le double nom de famille et elle a conservé celui de mon grand-père. Oui. Alors ça, c'est une piste de travail qui permet de dire, enfin d'aller voir, mais pourquoi elle a voulu absolument garder ce nom. Après, c'est d'aller décoder, voilà, c'est ce nom de famille, hein, pourquoi il est si important pour elle, Mhm. pourquoi c'est si important aussi de transmettre. Je sais que depuis juillet 2022, je crois, on peut choisir notre nom de famille, garder celui de naissance, hein, Mhm. ou prendre celui du marital. Mais c'est l'importance, voilà, de ce nom. Je ne veux pas qu'il s'éteigne, hein. Mhm. Mais il y a autre chose. Derrière chaque lettre, il y a un inconscient Mhm. à les faire parler. Ouais. Mais c'est dans certaines familles, par exemple, je vais prendre l'exemple, il y a un nom de famille et puis la personne, il y a un couple qui a trois garçons et aucune descendance. Donc la famille s'éteint, le nom il s'éteint. Pourquoi? Et là, on va aller travailler sur l'inconscient familial. On va aller travailler sur l'inconscient de ce nom de famille. Qu'est-ce qu'il veut éteindre, ce nom de famille? Il s'est passé quelque chose au-dessus. On ne sait pas forcément quoi, parce qu'il y a les secrets, hein, de Bien sûr. famille. Il y a l'innommable. Il y a aussi non, je ne veux pas. Et puis, mais la lignée s'éteint. Donc, il y a quelque chose qui doit s'éteindre. L'arbre a décidé d'éteindre quelque chose pour purifier Mhm. quelque chose. C'est aller voir comment ça résonne en vous. C'est pas forcément aller savoir ce qui s'est passé parce qu'on ne saura pas tout, mais c'est d'aller voir ce qui résonne en vous et puis pourquoi ça vous dérange et pourquoi comment ça résonne même. Ouais, vraiment ça. Oui, la question c'était Je sais plus. Ah si, pardon. sur le choix des noms. L'importance Ouais, du nom de famille par rapport, oui, ouais. parce que on parle beaucoup des prénoms depuis tout à l'heure, mais là, le nom de famille a aussi son importance du coup, parce que c'est ce que tu disais. Ouais, il y a l'étymologie du nom de famille, hein, mais souvent on s'est aperçu en psychogénéalogie, dans les bouquins, que
comment les gens qui portent un nom de famille qui est un prénom aussi, il faut aller voir plus haut une problématique d'enfants adoptés, enfants abandonnés. Parce que dans ces systèmes d'adoption, eh bien, comme on ne connaît pas son nom de famille, hop, eh ben, on va lui mettre le prénom, un prénom soit de garçon, soit de fille, hein, en fonction. Mais c'est une piste de travail, ouais, souvent ça. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant aussi parce que la création des noms de famille, elle n'est pas due au hasard, du coup. À Non, l'époque où ils non. se sont dit, bon, ben toi, bon, c'est logique, Monsieur Dumoulin, il travaille dans un moulin, donc on va l'appeler Monsieur Dumoulin, mais Voilà, ouais. la création de chaque chose n'est jamais anodine parce que le nom de famille, du coup, on se rend compte que c'est quelque chose de très ancien, donc il transporte aussi quelque chose. C'est pas si ancien que ça, hein, le nom de famille, hein. C'est à partir de l'état civil, hein, parce que Hmm. c'est Napoléon, hein, je crois, Ouais, qui a mis ça en je crois que place, c'est hein. lui. C'est que comment avant, bien, les gens ne bougeaient pas trop, c'était dans un village, hein. Donc Jean avait un fils qui s'appelait Jean, donc on l'appelait Petit Jean. Hmm. Le fils de Jean, je sais pas, le métayer, enfin ou je sais pas le forgeron. Et puis, il y a eu souvent aussi voilà, des noms de famille qui ont été donnés en fonction du métier. Et à partir du moment où il y a eu l'état civil, hein, obligatoire, eh bien, les noms de famille sont descendus comme ça. Et il y a l'étymologie des noms de famille, hein, mais enfin, il y a aussi ces transmissions et mine de rien, ils sont révélateurs. Ouais. On les travaille comme avec le prénom, en fait. On travaille l'inconscient de Hmm. chaque lettre. On peut faire ça. Parce que moi je disais que c'était très ancien parce que forcément tu disais c'était pas inscrit dans l'état civil mais on donnait toujours un surnom ou justement ça qui fait office de nom de famille aujourd'hui. Mais pour moi c'est enfin dans ce que tu dis et dans ce que je ressens c'est vraiment c'était déjà codé quoi. C'était une caractéristique soit par le métier, soit par, je sais pas, physique. Ça Mhm. peut être le bossu, ça peut être le comment, un sobriquet aussi, hein, le toqué, le petit, le grand, ça peut être Mhm. ça, hein. Ça a commencé comme ça en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et sauf les familles qui avaient des particules ou une noblesse, hein. Mhm. Là, c'était autre chose. Oui, bien Et sûr. ça venait souvent d'un lieu de vie en fait. Oui aussi. Oui, parce Ouais, que le comte de machin, monsieur ouais. de voilà. Ouais, Ouais, c'était des lieux de vie. Ouais. Et les petits gens, c'était plus leur métier ou un sobriquet ou une caractéristique physique. Ça a commencé comme ça, ouais. Ben, en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Tout ce qui a été dit aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Bah moi, ça a attisé ma curiosité en plus. J'ai appris des choses en plus, parce qu'il y avait des choses que je savais, mais il y a plein de choses que je ne savais pas non plus, donc c'est super chouette. Et j'ai juste une dernière question. On travaille, quand tu parles de la psychogénéalogie, avec l'étude des prénoms, tu parles que les lettres ont un symbole, ont un sens. Du coup, il serait intéressant peut-être de travailler la psychogénéalogie et que les gens aussi se tournent vers la numérologie. Est-ce que les deux peuvent être complémentaires ou comme Oui, parce que enfin il y a des chemins de vie aussi en numérologie qui sont importants. Donc est-ce oui. que se diriger vers la numérologie c'est aussi quelque chose d'intéressant pour que est-ce que ça peut t'aider aussi toi dans ton travail de thérapeute psychogénéalogue non enfin tu m'as compris quoi. Alors oui, oui, la numérologie est complémentaire et d'ailleurs je fais un partenariat avec Edith Marie qui est numérologue et on propose des ateliers. Alors une journée, les gens choisissent, hein, en fonction, hein, de ce qui les intéresse. On peut passer une journée sur votre prénom, vu par la numérologie. Alors Mhm. comment vous calculez votre chemin de vie. Chaque lettre a une valeur, hein, Mm. mais aussi une forme, etc.
Et aussi, bon, Edith Marie en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est une journée sur votre prénom avec, on l'aborde avec la numérologie. Voilà, la numérologie et avec la psychogénéalogie. Donc, vous repartez vraiment avec un prénom, votre premier prénom, mais aussi ben, la signification d'un deuxième prénom, d'un troisième prénom, parce qu'ils n'ont pas cette même valeur, mais ils ont une valeur aussi euh, qui est intrinsèque, qui résonne en nous, qui est vraiment dans notre inconscient. C'est, par exemple, bon, en prénom, premier prénom, c'est notre énergie vibratoire, c'est notre mission de vie. D'accord? Notre deuxième prénom, ce sont les mémoires cellulaires de la famille. Et puis, le troisième prénom, eh bien, c'est une problématique de séparation qui n'a pas été bien gérée dans notre famille. Donc, chaque prénom a une valeur, c'est invisible, hein, c'est inconscient, mais ça a un sens. Et la numérologie va confirmer tout ça. Parce que la numérologie, on est avec des nombres et on triche pas avec ça non plus. Ah non. Et ça fait tilt, hein. Alors donc on propose bien une journée sur le prénom, on propose une journée sur le nom de naissance aussi. On travaille aussi sur une journée sur notre date de naissance parce qu'il y a ce chemin de vie, mais il y a aussi toutes ces dettes karmiques aussi. Il y a aussi la date de naissance, elle n'est pas un hasard. C'est avec qui ça vous met en lien dans votre arbre, mine de rien. Et c'est comme le prénom, avec qui ça vous met en lien dans votre arbre. Il y a des gens qui disent non, non, moi je suis l'extraterrestre avec ce prénom-là. Non, chaque prénom est en lien avec d'autres prénoms. Et comme en date de naissance, et mine de rien, c'est tous ces codes, toutes ces loyautés, on aborde vraiment tout ça, mais c'est autour d'une journée, numérologie plus psychogénéalogie. On va vraiment profondément hein, sur vous et sur votre place, hein, sur votre identité. Et c'est vraiment magique, quoi. C'est complémentaire, ouais. C'est vraiment complémentaire. Voilà, ce que je l'avais écrit sur mon petit papier, la numérologie depuis le début, et je me suis dit, il faut que je lui pose la question. Comme quoi, voilà. Non, je propose ça avec Edith Marie qui est sur Corseul à côté de Dinan et on propose des journées comme ça. Et il y a des gens qui font les 3 journées plus une 4e pour faire le bilan et elles sont bluffées, vraiment bluffées. Même elles demandent, entre chaque journée, elles demandent au moins 3 semaines pour intégrer. Mais elles sont heureuses, hein. Elles sont bousculées un petit peu, mais elles sont heureuses à la fois parce que ça y est, je prends ma place, j'ai compris. Je suis dans cette famille. Et ce que je suis venue faire, et je pose mes valises, quoi. Je m'ancre dans cette famille avec qui je suis. Et alors j'aurais une toute dernière question avant de terminer. Est-ce que tu travailles à distance? Oui, je travaille sur Zoom. Je propose sur Zoom eh bien, des séances. J'en ai faites avec des gens de Paris, du nord de la France aussi. Je fais les soins énergétiques à distance aussi. Je suis... Oui. Si. Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent justement à Marseille, à Montpellier, en Corse ou autre, vous pouvez contacter Corinne et de toute façon je mettrai dans la description toutes les infos. Et si tu veux, je vais mettre ton numéro de téléphone, le lien, ton Facebook, tout ce que tu veux. N'hésite pas à m'envoyer tout ça après, comme ça je pourrais les mettre. Voilà. Ben écoute, j'ai été ravie de passer cette heure avec toi. C'était vraiment incroyable. On aurait envie, moi, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai, on aurait envie encore d'en parler pendant des heures. Ouais, c'est vrai, ça passe très très vite. Mais c'est aussi pour donner envie aux gens de te découvrir plus. Là, tu t'es dévoilé un peu, mais comme ça, les gens, ils iront te découvrir par eux-mêmes. Et ça m'a fait vraiment super plaisir que tu acceptes l'invitation.
Et, Ah bah voilà. oui, ça fait plaisir. Ah bah ouais. Ah non, non, j'ai pas hésité une seconde. Hein. Ah C'était ben, vraiment eh ben madame. merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. C'était super chouette. Bon, super. Alors, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, vous pouvez partager le podcast. Bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, ou alors sur toutes les autres plateformes de podcast, dont Spotify. Et si jamais vous avez envie de rencontrer, de voir Corinne, si vous habitez en Bretagne, n'hésitez pas. Et sinon, tout sera dans la description, bien évidemment. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, tout comme vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Spiritualité saison 2. D'ici là, passez une excellente journée et ayez une très très belle évolution spirituelle. Bye bye. Bye bye à tout le monde. Merci. Merci.